évoquait le refus d'accréditation aux observateurs de la société civile à qui la faute firmait. Vous avez la parole. Oui, je disais, à partir de cet instant-là, il faut que le gouvernement commence à faire une purge, un travail sérieux. Parce qu'au Togo, nous avons... Tout est politique, au fait. Tout est politique. Il suffit que quelqu'un crée une association, soit il veut combattre. La plupart, c'est-à-dire, c'est d'être braqué contre le régime. Mais en même temps, moi, quelque chose me vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut reprocher ceci quand, dans l'APG, on a pris soin de mettre la société civile proche d'eux? Oui, c'est là où des choses, c'est là où tout un cafouillage politique a été érigé en règle. Je n'ai toujours pas compris pourquoi les opposants ou les acteurs du parti au pouvoir ont accepté qu'on mette dans l'APG des organisations de la société civile. C'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est ce qu'ils se sont dit après. Et regardez, même pour distribuer des postes à la CENI, 8 là, on dit telle organisation proche du pouvoir et l'opposition aussi choisit une organisation proche d'elle, le pouvoir. Mais c'est grave pour la démocratie. C'est grave, ça veut dire que la CENI là même n'a pas de crédibilité en réalité. Parce que les opposants, ils détruisent même les opposants et le parti au pouvoir, ils détruisent l'essence de la société civile. La société civile qui doit être neutre, qui doit rester en marge de la discussion, observer et faire renseigner les gens et après faire son rapport. Ces organisations n'ont plus cette crédibilité-là et c'est de la responsabilité du pouvoir et de son opposition. Moi, je pense que c'est grave. Il faut maintenant que le gouvernement, il faut qu'on en parle souvent, que le gouvernement commence une véritable purge parce qu'on ne sait pas là où on va avec cette situation. Et regardez par exemple ce que nous avons vécu avec ce rapport-là qui a parlé de 100 morts et de l'existence de fausses rapports à Siba avec de fausses communes et même de la ETDH qui sort un tout dernier rapport avec des expressions pas possibles là. C'est-à-dire, vous voyez des organisations qui sont devenues beaucoup plus politiques. Et des fois, quand on parcourt toute l'Afrique, on se dit des organisations veulent toujours peindre tout en noir pour toujours avoir des financements internationaux. Parce que quand les rapports sont vraiment accablants, ça suscite de l'intérêt du côté de l'international et on vous avoir de l'argent. Vous savez, j'ai eu à discuter par exemple avec Balai Citoyen en 2014. Quand j'étais allé au Burkina. Au départ, c'était des gens qui avaient véritablement la posture de la société civile. Parce que quand j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit clairement qu'ils n'étaient pas sortis pour faire partir Blaise Compaoré. C'était leur prise de position. Et nous étions sortis pour empêcher la modification de l'article 35 ou 37 de la Constitution burkinabé. Là, c'était bien. Mais après, quand Blaise est parti, mais il y a de l'émotion qui est rentrée dedans. Donc après, ils ont voulu s'acoquiner à leurs frères de Sénégalais, il y en a marre, pour déstabiliser le régime. Et là, ça devenait beaucoup plus politique. Heureusement que les politiques, on les ont regardés, maîtrisés avec des yeux politiques. Oui, mais au même moment, quand on est dans des pays où, par exemple, quelqu'un monte sur un média pour dire la gouvernance du pays, elle n'est pas très bonne, on a tout fait de taxer cette personne d'être partisan aussi. Oui, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas dans son rôle. Non, quand on dénonce la mauvaise gouvernance, je crois que c'est le rôle des organisations de la société. On l'a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de principes sur lesquels elles peuvent intervenir. Parce que lorsqu'on crée une association, une organisation, il y a des objets. L'objet de l'association. Donc, nulle part il n'est écrit qu'on prend des positions politiques et tout ça. Si on reste conforme à l'objet pour lequel l'association a été créée, il n'y a pas de souci. Et puis, que des associations aussi soient proches plus ou moins d'une tendance, ça aussi, a priori, il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois que même dans les pays occidentaux, il y a des organisations qui sont plutôt proches de la gauche, plutôt proches de la droite, en termes d'idéologie. Elles peuvent même leur produire des réflexions sur des sujets qui sont l'objet de leur, justement, de leur constitution. Une organisation qui
travaille dans la bonne gouvernance peut être proche d'un parti et justement lui fournir contribuer à sa propre réflexion sur ce sujet. Mais il n'appartient pas à cette organisation, par exemple, de prendre des positions politiques en faveur du parti dont elle est proche. Ce sont leurs reproches. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit les empêcher d'exercer librement leur activité dans le pays. Non, ce qu'on reproche, il faut que ça soit clair. On leur reproche juste de braquer, de considérer le pouvoir comme leur adversaire direct. C'est ça qui est grave. Alors que le pouvoir ne doit pas être leur adversaire. Le pouvoir est l'adversaire de l'opposition et non des organisations de la société civile. Regardez par exemple comment le CST était constitué. On peut rappeler que certaines choses. Il y avait SOS Journalistes en danger. Vous imaginez qui était membre du collectif Sauvons le Togo. Il y avait à l'époque le CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo, une organisation de défense des droits de l'homme. Il y avait à l'époque la RTDH aussi. Maintenant, et la CAT aussi. Donc, il y avait toutes ces organisations-là qui parlaient trop politique et qui voulaient que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Donc, c'est grave, au fait, pour la démocratie. Et ça empêche toujours l'émergence d'une troisième voie à laquelle moi j'attache beaucoup de prix. Mais au même moment, est-ce que le ministre lui peut faire cette purge sans être partisan? Parce qu'il est ministre aussi d'un parti donné. Et ça, il y a non, il use de ses prérogatives. Vous l'avez dit, c'est lui qui donne le récépissé. Ouais. Donc, il y a un certain nombre de travail qui est fait. Et puis, pour que la CENI donne l'accréditation, c'est lui qui valide. Qui valide. Ouais. Donc, ça relève de ses prérogatives en tant que ministre et non en tant que militant de son parti. Alors, tu me diras que souvent, il y a une confusion entre donc, les deux fonctions, mais il utilise ses prérogatives de ministre pour donner son point de vue par rapport à la demande d'accréditation. Et là, on ne peut pas lui reprocher d'être jugé parti, puisque c'est des prérogatives qui lui sont accordées par les tests. Non, je pense que c'est la proposition de Christian Trémois, ministre des droits de l'homme, qui paraît un peu plus intéressante. Il a demandé aux responsables d'organisation de la société civile d'aller proposer un test et après venir soumettre ce test au gouvernement. Et ensemble, ils vont discuter de qui doit être membre de la société civile, les critères, la loi et tout ça. Donc, je pense que c'est la meilleure proposition. Parce que le ministre, quand il va se lever comme ça, tout le monde va dire non, que c'est parce que telle organisation les critique, c'est parce que telle organisation est anti-gouvernementale, parce que telle organisation veut le départ de Faure Gnassingbé, qu'il y a tel problème-là. Si le gouvernement seul prend à cœur ce problème, je pense que ça va attirer assez de remous. Nous passons maintenant au second sujet, toujours dans le cadre des municipales. À quand le vote dans les communes Bassar 4, AV2 et Oti Sud 1? On n'avait pas pu voter bien avant même le 30 juin. La CENI, par communiqué, avait annoncé que pour des raisons techniques, le scrutin n'aurait pas lieu dans les communes de Bassar 4 et AV2. Et puis le dimanche, jour de vote, dans Oti Sud 1, le vote avait également été annulé. Là, c'est pour des raisons sécuritaires. On sait que cette zone, il y a un affrontement entre deux communautés qui y vivent. La CENI a simplement jugé d'annuler le scrutin. Là-bas, il faut le préciser, la CENI a quand même le droit de faire des reports partiels. Oui, bien sûr. Le test le lui accorde. Maintenant, pour les questions techniques, Bassar 4 à V2, je n'ai pas plus d'éléments. Je me dis, si on peut organiser ces élections dans 115 communes, comment ça se fait qu'on ne puisse pas les organiser dans deux? Bon, je n'ai pas plus d'éléments que ça. Mon inquiétude, simplement, c'est que au vu du taux de participation de dimanche dernier, quand on va appeler les populations de ces zones à aller voter dans 1, 2, 3 semaines, quelle sera la mobilisation? Parce que l'élection sera derrière nous, plus personne n'en parlera. Et les candidats eux-mêmes, je ne sais pas s'ils ont continué à faire campagne. Puisqu'on est au-delà des délais de campagne, est-ce qu'ils ont toujours les moyens, y compris financiers, à toujours faire campagne, à sillonner? Je ne sais pas comment tout ça va se faire. Et mon inquiétude relève justement de la faible mobilisation qu'on risque d'avoir lorsque ça va être organisé. C'est vrai, quand la CENI parle de raisons techniques, c'est assez vague.
Oui, nous, on ne peut pas imaginer ou deviner ce que la CENI cache dans des raisons, dans ce qu'elle appelle raisons techniques. Mais je pense que c'est pour se justifier, c'est parce qu'il y a un problème et c'est pour cela qu'on a reporté le vote dans cette zone. Mais en réalité, pour moi, c'est des situations un peu mineures parce qu'on a eu à voter dans au moins 115 communes, non? Donc, ça veut dire qu'on maîtrise la situation. Cette situation, c'est une situation mineure. On pourrait les régler dans les jours à venir. Mais ce que Jean-Paul dit est intéressant. Est-ce qu'on pourrait réussir à avoir la mobilisation dont on a besoin ou qu'on a eu de par le passé avec ce taux de participation de 50%? Est-ce que les gens ont des moyens? Est-ce qu'il va falloir aller encore faire campagne? Combien de jours? Est-ce que le gouvernement va encore mettre un peu d'argent à la disposition des candidats? C'est une situation un peu difficile. Soit on va organiser vote juste parce qu'il faut l'organiser pour faire taire les critiques et autres. Mais ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais ce qui est grave, si on arrive à avoir peut-être 100 votants dans ces communes-là, peu importe le taux de participation, on a très peu inscrit. 100 votants, oui, 100 votants. Non, peut-être avec 20 000, 30 000 inscrits. Mais est-ce que on aura 10 000 votants. Vous imaginez 10 000 votants, vous imaginez 10 000 votants dans cette localité-là, alors que nous sommes en train de quitter la fièvre électorale déjà. Vous imaginez 10 000 votants. Moi, je pense, je raisonne en termes de centaines, peut-être 200 voix, 300 voix, 150 voix, parce que c'est des localités qui ne sont pas trop, sur le plan géographique, trop grandes. Mais est-ce qu'on aura cette mobilisation-là? Une chose est sûre, soit le taux est faible ou pas, on aura des conseillers municipaux. Alors, dans son interview le dimanche dernier, le président de la CENI avait commencé par expliquer, moi je l'ai écouté sur des médias internationaux, par expliquer un peu, c'est comme s'il y a eu certains problèmes sur les bulletins. Il y a eu des bulletins qui sont arrivés où on avait des logos à la place d'un autre, ou parfois on avait le bon logo, mais le nom de la tête de liste, c'est le nom d'une autre tête de liste qui a été mise à une autre place. Et il a dit, dans le souci de bien faire, il fallait repousser. Non, on prend acte de cela. S'il s'agit de bien faire, d'assurer la transparence, le caractère équitable de l'élection, c'est tant mieux. Parce que justement, s'il ne l'avait pas fait, on aurait dit que les élections dans ces zones ont été bâclées. Donc, c'est une bonne chose si véritablement c'est les vraies raisons de ces reports. Mais encore une fois, c'est la question du taux de participation et de l'intérêt que peuvent manifester les populations plusieurs jours, plusieurs semaines après le vote national. Et ça risque peut-être de donner des résultats différents. Oui. Peut-être que le taux, la baisse de la mobilisation pourra favoriser un des camps. Peut-être que finalement les gens sont mobilisés et seront au champ ou peut-être ailleurs le jour du vote, le jour où le vote sera fixé. Bon, on suivra tout ça de près. Je n'ai pas eu spécialement l'impression que les candidats eux-mêmes s'en soient beaucoup plaints. Oui. Mais on verra ce que ça donne. Moi, je ne pense pas que l'issue... Bon, bien sûr, il faudra voter pour respecter le jeu démocratique, mais je ne pense pas que l'issue de ces votes-là pourrait impacter les résultats globalement. Parce que quand on voit... Non, localement, je veux dire. Oui, les résultats localement, oui, mais pas globalement. Oui, pas globalement, quoi, parce que quand on voyait tout ce qui se passe, on dirait le pays en bleu. On dirait le pays en bleu. Est-ce que ça pourrait impacter fondamentalement avec il n'y a pas encore de résultats officiels. Il n'y a pas encore de résultats officiels, mais avec tout ce que nous avons, les résultats locaux que nous avons qui parviennent, je pense que ça n'aura pas, l'issue ne sera pas trop impactante. Mais alors, comment on explique, puisque tout le monde évoque le taux de participation, avant d'aller à ce scrutin, les acteurs qui y allaient nous avaient dit on n'était pas aux législatives, on veut bien aller cette fois-ci parce que c'est historique. Mais ça n'a pas vraiment fait susciter l'engouement des populations. Oui, moi aussi, je fais partie des surpris. Je m'attendais à une forte mobilisation parce que, justement, c'est une première depuis 32 ans. Ouais. Et l'offre, a priori, était plurielle et diverse. On avait beaucoup d'indépendants, peut-être même un peu trop. Ouais. On avait tout et n'importe quoi. Et toutes les tendances étaient représentées. Donc, pour moi,
on avait quand même suffisamment de choix pour que chacun puisse se déplacer. Mais curieusement, les électeurs ne se sont pas mobilisés. Peut-être parce que, justement, la vie politique togolaise ces derniers mois, ces dernières années, le contexte, tout ça a fait que les gens se sont désintéressés de ces élections. Et l'opposition, surtout, n'a pas pu mobiliser davantage ses militants à cause de ces prises de position parfois difficiles à cerner. On va, on ne va pas. Des gens qui avaient 8 représentants dans une institution chargée d'organiser et de superviser les élections, qui ont refusé d'y aller. Et cette fois-ci, ils n'ont quasiment aucun représentant qui y vont. Des gens qui avaient la CEDEAO, qui assurait quand même le suivi ou le contrôle quelque part de ces élections, et ont refusé d'y aller. Et là où il n'y a personne qui accepte d'y aller, il y a de quoi déboussoler un militant. Donc, je crois que beaucoup de militants ne s'y sont pas retrouvés et ont préféré simplement rester chez eux. Voilà. Samuel, vous imaginez, quand vous voyez le 20 décembre 2018 et le 30 juin 2019, le 20 décembre 2018, à l'époque, il n'y avait pas la C14, qui avait toute une foule derrière elle. On avait eu un taux de participation de plus de 59%. Vous imaginez, à l'époque, c'était le parti au pouvoir et quelques partis de l'opposition qui ne sont pas trop appréciés par une partie de la population. Donc, on avait eu plus de 59%. Et aujourd'hui, on a le parti au pouvoir. Et cette C14-là, presque tous les partis qui constituent la C14, en plus d'autres indépendants, on a eu plus de juste 50%. Je pense que c'est grave. La première leçon à tirer, c'est que ceux-là qui se disent trop opposition ou la vieille classe de l'opposition, elle a perdu. Et elle a détruit fondamentalement l'opposition dans ce pays. Parce qu'en réalité, on devrait avoir un taux de participation de 70%, de 55, 60, 70%, 75%. On se dira, ah, vraiment, ceux-là sont écoutés. Ça prouve à suffisance que ceux-là qui se disent vraiment opposition ne sont plus écoutés dans ce pays. Mais en même temps, il y a le caractère même de l'élection. Les élections municipales, communales, non. Dans la plupart des pays, ne suscite pas vraiment engouement. Ne suscite pas. Mais ici, il faut relever que ici, on parle beaucoup plus de fiefs. Mais au moins dans leur fief qu'on les vote, que dans leur fief qu'on sente une certaine mobilisation. Mais dans leur fief, même dans leur propre fief, le parti au pouvoir arrive à faire des scores. C'est-à-dire par rapport aux résultats que nous voyons quand on sillonne les bureaux de vote, les centres de vote, mais même dans leur propre fief, le parti au pouvoir arrive à faire des scores. La question qu'on se pose, mais est-ce que les Togolais sont prêts pour le changement qu'on crie sur tous les toits, ce changement-là qui devient le leitmotiv de ces opposants? Est-ce que les Togolais sont prêts? Du moment où même dans leur propre fief, dans leur propre camp, le parti au pouvoir arrive à faire des scores. Et l'autre chose qu'il faudrait ajouter, même dans leur propre fief, à peine on remarque une certaine mobilisation. Oui. C'est vraiment grave. Ça veut dire, la démocratie togolaise, moi je la comprends plus. Je me demande, ces opposants, ils se battent pour qui? Ils se battent pour que les gens qui les soutiennent aujourd'hui aillent voter le pouvoir demain. Alors, ça veut dire que s'il y a une forte abstention, ça profite plus au pouvoir? À mon avis, dans le contexte togolais, oui. Toutes les élections l'ont démontré depuis plusieurs années. En tout cas, depuis que nous, on fait à Focus Info un peu l'infographie des élections. On voit que dans les zones où on a voté moins, ça profite au pouvoir en place. Parce que, vous l'aurez remarqué, à chaque fois, à un an ou deux des élections, il y a des périodes de tension où l'opposition, en gros, prend des positions plus ou moins radicales en promettant un certain nombre de choses. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'élection où justement les promesses ne sont pas tenues. Il y a de quoi démobiliser. On l'a vu en 2013 avec législative, on l'a encore vu en 2018. Et puis, donc, il y a de quoi démobiliser
les militants et qui se disent, et je pense que je ne suis pas le seul ici dans ce studio à l'avoir entendu, où des gens disent, bon, écoutez, de toute façon, on ne va plus aller voter parce qu'on nous a dit que Faure Gnassingbé allait partir, que ces élections n'auront pas lieu finalement. Tout ça, rien de tout ça ne s'est passé, donc on préfère rester chez nous. Donc, l'opposition a intérêt à mobiliser davantage ses électeurs pour participer et gagner les élections, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. La faible mobilisation s'explique aussi par, je trouve, en tout cas pour ma part, qu'on n'a pas vu beaucoup de sensibilisation ou beaucoup de pédagogie sur les enjeux de ce scrutin. C'est vrai, on a parlé de municipal, de choses, mais je ne suis pas sûr que dans différentes zones, dans les foyers, les gens aient vu véritablement les enjeux de ce scrutin. Donc, j'en connais l'élection présidentielle où on voit le président, les députés, bon, ne savaient pas trop ce que c'était de voter pour le maire. Et puis aussi, contrairement à ce qu'on pense, ou en tout cas certains acteurs pensent, il ne suffit pas d'être sur les radios à Lomé, dans les studios de télé à Lomé et de croire qu'on a un fief chez soi. Parce que la plupart du temps, les électeurs là-bas ne suivent pas ces émissions. Et puis, tu l'as dit, c'est des élections locales. Les enjeux sont locaux. Et les électeurs préfèrent confier la gestion de la municipalité à des gens qui sont du terroir et qui, de par leur parcours, ont prouvé leur engagement en faveur de leur localité. Donc, le simple fait de se dire ou de s'auto-proclamer opposant ne suffit pas à gagner un siège lors de ces élections municipales. Ce qui est intéressant, la plupart, on a remarqué, lors de ces locales, la plupart des opposants qu'on regarde souvent à la télé, comme il a dit, qu'on écoute sur les radios, se sont positionnés à Lomé, alors qu'ils ne sont pas nés à Lomé, peut-être ils sont nés à Lomé, mais ils ne sont pas de Lomé. Donc, ils n'ont pas de base, et ce sont ceux-là qui veulent diriger le pays, quoi. Vous imaginez, ils n'ont pas de base. Or, quand on voit un peu la cartographie du parti au pouvoir, la plupart des militants du parti au pouvoir ont des fiefs. Et ils posent des actes, ils font des réalisations, ils réalisent des choses dans cette localité-là. Donc, c'est juste dire... Ils ont les moyens de l'État. Oui. Ils ont les moyens. C'est juste dire qu'eux, ils font de la politique. Ils maîtrisent le pays, au fait. C'est ça, c'est sérieux. La plupart des militants du parti au pouvoir maîtrisent le pays. Ça, c'est vraiment important. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent que c'est comme ça que ça se passe au Togo. La plupart des militants du parti au pouvoir, ils maîtrisent le pays localement. Ils ne s'amusent pas et ils ne laissent pas de brèche. Ils sont trop sérieux. Alors que ceux-là qui se disent opposants, leur fief, c'est la capitale Lomé. Et maintenant, même Lomé, l'UNI est en train de leur prendre Lomé. Est-ce que au niveau de l'opposition, c'est vrai qu'on attend les résultats pour se fixer, mais comme Firmin l'a dit, peut-être qu'il y a une vague bleue, on ne sait pas. Est-ce que au niveau de l'opposition, pour les élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, on ne s'y prend pas un peu tard? Oui, toujours. Je crois que ces élections locales les ont un peu surpris. Ils s'y attendaient pas. Mais comme ils avaient déjà boycotté les législatives et qu'ils avaient besoin de se ressourcer un peu, ils y ont participé. Mais honnêtement, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. C'est pas en 3-4 mois qu'on s'organise pour participer à des élections. Surtout que, tu le disais tout à l'heure, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ou pas du tout. Ils n'ont pas été sur le terrain depuis des lustres, parce que ce qu'on entend d'organiser des manifestations à Lomé, puis dans quelques villes du pays, mais ils n'étaient pas sur le terrain, en contact avec leurs électeurs pendant des mois. Et donc, sans moyens, sans contact avec des électeurs, je ne vois pas comment on peut gagner une élection. Voilà les résultats. Enfin, on va attendre les résultats, mais encore une fois, de ce qu'on entend... Tout se confirme, même quand on voit... Il y a un petit pic entre C14 et NET au niveau de Ogu. Même les résultats que brandit Mme Adjamabou, unirait en tête. Oui, c'est ça. Sur les résultats qui circulent, unirait en tête dans beaucoup d'endroits. Et on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Ils ont laissé tout le boulevard, tout le terrain uni pendant des mois. Pendant tout le temps qu'ils organisaient des manifestations ici, qu'ils écumaient les radios, les télés dans la capitale, UNIR était sur le terrain. Et beaucoup de journaux, beaucoup de confrères le prédisaient, même depuis
plusieurs mois en disant que pendant tout ce temps, les cadres d'UNI étaient sur le terrain. Et donc, il n'y a pas de surprise en politique. Comme partout, on récolte que ce qu'on a semé. Alors, il y a beaucoup d'experts en décentralisation qui disent que qui perd la base perd le sommet. Ça veut dire qui conserve la base conservera le sommet. Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela. L'Union ne s'amuse pas. Et quand on parle des localités avec la manière dont les responsables, les militants du parti au pouvoir maîtrisent les localités, ça veut dire que c'est Uni en train de voir déjà ce qui va se passer en 2020. On veut dire dans leur localité, si les résultats confirment que Uni a gagné dans cette localité-là, ça veut dire si Fonya Singbe se positionne ou si Uni se positionne en 2020, Uni va remplir. Et vous parlez de moyens. Près de 30 ans, on va toujours dire l'opposition n'a pas de moyens. Nous avons une opposition qui n'a pas de moyens. Mais est-ce que cette opposition-là pourrait arriver un jour à conquérir ce pouvoir, arriver au pouvoir, du moment où ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas de moyens? Ceux-là qui ont de moyens, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et cette opposition-là, c'est parce que cette opposition a fait de la politique sa carrière, ce qui n'est pas concevable. La politique togolaise, près de 30 ans après le déclenchement du processus démocratique, a besoin d'un nouveau souffle. Il faut une émergence d'une nouvelle classe politique. Sinon, avec ce que nous voyons, on va au jour le jour à l'enracinement du système en place. Mais en même temps, quand on évoque la question des moyens, ce n'est pas aussi la gloire du pouvoir. Hein. On maintient son opposition dans la paupérisation. Non, mais le jeu politique n'est pas un jeu d'enfant. On n'est pas dans un monde de bisounours. Faut pas croire qu'il y a un pays où finalement le régime au pouvoir favorise finalement son opposition, son émergence, la dot de moyens pour qu'il vienne lui prendre sa place. Non, ça n'existe nulle part. Il y a des financements publics des partis politiques en fonction des résultats obtenus. Je crois qu'on le fait. Et à chaque élection, c'est fait aussi. Ça, c'est une avancée démocratique. Mais ça se limite là. C'est à l'opposition de trouver finalement la formule de se financer. Et puis, lorsque vous avez dans l'opposition, je ne fais pas, j'espère que c'est pas de l'insulte que je fais à un certain nombre d'entre eux, mais dans beaucoup de pays, les hommes politiques, c'est des gens qui ont fait des carrières, que ce soit dans le secteur privé, où ils ont créé leur propre entreprise, où ils ont travaillé dans de grandes entreprises publiques, privées ou internationales. C'est des grands fonctionnaires. Ils ont pu amasser un certain nombre de ressources pour s'engager en politique. Aujourd'hui, citez-moi 3-4 têtes de liste ou grandes figures de l'opposition politique togolaise qui ont les moyens, finalement, de porter l'opposition, y compris en termes de ressources. Il n'y en a pas. Merci Jean-Paul Agbo, merci Firmin Teko Agbo. Malheureusement, Carlos Ketou n'a pas pu arriver. On a eu quand même un bon débat. Merci à vous tous, à demain.